Je m'appelle Sophia Ortuno, je suis interne de médecine intensive réanimation promotion 2017 à Paris, actuellement en master et puis je vais vous parler un peu des remplacements. À partir de quand je peux remplacer? Un interne peut remplacer à partir du moment où il a sa licence de remplacement. Et la licence de remplacement, elle est accordée à partir du moment où on a réalisé au moins 5 semestres au total, dont 2 en médecine intensive réanimation et 1 en anesthésie. À qui je demande ma licence de remplacement? Il faut le demander auprès de l'ordre des médecins du département de sa faculté et qu'il l'accorde ou pas en fonction du dossier. Donc il y a un site et on envoie, le plus souvent c'est par format papier, un ensemble de documents qui comportent le plus souvent les stages qu'on a effectués au cours de l'internat pour vérifier qu'on est bien à plus de son 5e semestre avec 2 services de médecine intensive, réanimation et un semestre d'anesthésie. Et puis divers documents et parfois une lettre de recommandation du coordinateur du DES de sa spécialité. Et elle est valable pour 1 an, donc faut la demander tous les ans si on veut la renouveler. Comment me protéger? Quelles démarches administratives réaliser? Alors, avant de commencer un remplacement, pas de précipitation. Il y a quelques documents administratifs à remplir et il faut s'assurer de quelques petits points avant de commencer pour ne pas se mettre dans les ennuis. Donc la première chose, c'est la responsabilité civile. C'est pas tout à fait la même que celle quand on est interne, donc il faut appeler son assureur et demander à ce qu'il modifie un peu la responsabilité civile. En pratique, en fait, quand ils savent médecin remplaçant, c'est une responsabilité civile particulière et donc ils modifient votre contrat, vous le signez et puis voilà, vous le conservez bien. Et l'autre point, c'est l'inscription à l'URSSAF. Donc tout le monde en a entendu parler, personne ne sait vraiment ce que c'est. En pratique, en fait, finalement, c'est simple. Ils ont fait un site qui est assez simple et assez bien fait. C'est médecins remplaçants, c'est les démarches simplifiées des médecins remplaçants. Et en fait, sur ce site, vous remplissez quelques éléments et à partir de là, il vous donne le numéro SIRET, votre numéro SIRET. Et puis, automatiquement, on va vous inscrire à la Caisse des impôts professionnels et puis à la CARMF, qui est la Caisse des retraites des médecins libéraux. Et donc tout ça, ça se fait automatiquement. Vous allez recevoir un tas de papiers, pas d'affolement. C'est vraiment, finalement, en fait, c'est simple. Il faut s'inscrire à l'URSSAF et ensuite, c'est l'URSSAF finalement qui gère tout et vous recevez vraiment les papiers au fur et à mesure. Et donc vous n'avez plus qu'à faire ce qui vous est détaillé sur le papier. Tout ça, ça amène à effectivement des cotisations. Et ces cotisations, pour l'URSSAF, il faut compter environ 30% de ce qu'on a gagné, sachant que la plupart du temps, on est payé en honoraires et pas en salaire, puisqu'on n'est pas salarié de l'organisme dans lequel on fait des remplacements. Et donc ces honoraires, on doit les déclarer sur le site de l'URSSAF. C'est vraiment très facile, c'est par trimestre. Et donc chaque trimestre, il faut juste rentrer le montant de ce qu'on a gagné. Et donc ils en déduisent un taux de cotisation. Et puis ensuite, la CARMF, eux, ils ont un système un petit peu différent. Il y a un plafond au-dessus duquel on commence à cotiser, donc environ 2 500 € par an. Et à partir de ce moment-là, ils considèrent qu'on a un travail, un travail rémunérateur et une vraie activité professionnelle de médecin remplaçant et qu'on rentre dans la phase de cotisation pour les retraites. Où est-ce que j'ai le droit de remplacer et comment trouver? Donc un interne de médecine intensive réanimation qui a sa licence de remplacement ne peut remplacer que dans une structure d'unité de soins continus ou de médecine intensive. Après, qu'elle soit polyvalente ou que médicale, il n'y a pas de détails là-dessus. En tout cas, c'est que de ce type de structure. C'est des structures privées. La plupart du temps, on trouve par du bouche à oreille.
C'est les internes qui sont passés avant qui nous en parlent, les chefs qu'on a croisés qui travaillent finalement dans le privé ou qui sont partis dans le privé, qui nous proposent des opportunités. Et puis après, libre à nous d'accepter ou pas. Donc il y a les cliniques privées, puis l'autre endroit où on peut remplacer avec une licence de remplacement, c'est les hôpitaux publics mais périphériques, les CHG, dans lesquels on n'est pas forcément passé en tant qu'interne et dans lesquels parfois ils ont des besoins de médecins pour des gardes ou des missions de journée. Et par contre, en CHU, il y a rarement d'offres. Et puis de toute façon, ça passe plutôt par un accord avec le chef de service de l'unité. C'est des services où on est passé et on peut faire des gardes seniorisés. Mais voilà, c'est quand on a un statut d'interne et qu'on a l'accord du chef de service. Quels conseils je donnerais avant de commencer un remplacement ? Pendant le remplacement, notamment pendant les premiers remplacements, on a tous des petits, on va pas dire des petits gris-gris, mais c'est un peu ça, surtout sur les débuts. Et donc, le petit carnet de notes, pendant l'internat, on a tous eu un carnet dans la poche avec plein de notes, de trucs qui servent pas forcément à grand-chose, mais en tout cas, il est dans la poche, on est serein tant qu'il est là, rien ne peut nous arriver. Et donc ça c'est important d'avoir ça qui nous rassure. Il y a aussi les carnets qui sont tout faits avec des notes de mémos dans les situations un peu classiques de réanimation. Il y a le téléphone, enfin, il y a plein de possibilités pour avoir une aide mentale quoi, en cas de panique et on ne sait plus quoi faire, donc on regarde. La deuxième chose, c'est aussi de savoir si on a un médecin d'astreinte ou au moins essayer d'avoir un numéro d'un senior du service au cas où on ne sait pas très bien, on se pose des questions, ou alors on veut organiser un scanner, une coronarographie, un bloc opératoire, et en fait on ne sait pas exactement comment faire, est-ce qu'il y a vraiment une indication, comment s'organiser, à qui en parler. Et donc là, c'est pas mal de pouvoir en parler avec un médecin qui, lui, connaît le patient et est un peu plus expérimenté, et puis peut donner un avis qui va vraiment vous aider. Et même s'il n'est pas sur place, au moins vous en avez parlé à quelqu'un et en fait, ça vous a fait faire le point. Et en plus, vous avez un avis de quelqu'un qui est un peu plus expert que vous. Dans ces structures qu'on ne connaît pas, dans lesquelles on n'est jamais allé, je pense qu'il faut se renseigner sur le matériel dont on dispose. Dans tous les services, on n'a pas tous le même matériel et notamment on pense à l'intubation difficile, on n'a pas tous les mêmes dispositifs disponibles pour l'intubation difficile. Donc ça, avant de se retrouver dans la situation où on a une intubation difficile et on ne sait pas ce qu'on a de disponible, en fait c'est quand même pas mal de s'être renseigné avant.